La guerre en Iran a commencé de façon explosive, avec les forces américaines et israéliennes lançant d'énormes salves de missiles, des bombardements et des frappes de décapitation, anéantissant les infrastructures iraniennes et éliminant son régime, morceau par morceau. Le guide suprême du pays a été rapidement tué et ses défenses aériennes neutralisées. Mais l'Amérique ne s'est pas arrêtée là. Les frappes aériennes se sont succédées avec l'avancée de la guerre, assurant aux États-Unis la supériorité aérienne et un grand succès au sol, tandis que les restes du régime cherchaient vainement refuge, manquant de lieux pour se cacher. C'est une stratégie remarquablement efficace, et il se pourrait bien que l'Amérique gagne bientôt cette guerre et atteigne tous ses objectifs une bonne fois pour toutes. En fait, elle a déjà atteint sans doute l'objectif le plus important de tous, la supériorité aérienne. Dans toute guerre, prendre le contrôle du ciel est absolument vital. C'est la première étape, et peut-être la plus précieuse, vers la victoire. Près d'un siècle de preuves appuient cela. Pourquoi ? Parce qu'avec la supériorité aérienne, tout le reste devient beaucoup plus facile. En contrôlant le ciel, l'ensemble de vos forces, qu'elles soient terrestres, aériennes ou navales, peuvent opérer plus facilement, librement et en toute sécurité. Les troupes et les chars peuvent avancer sur le terrain avec beaucoup moins de risques d'être attaqués depuis les airs. Tandis que les frégates, les destroyers et les navires de guerre peuvent se positionner plus près des positions ennemies, tirer des missiles ou mener d'autres opérations offensives sans la crainte constante de voir apparaître des bombardiers ennemis à l'horizon. Grâce à cela, des armées entières peuvent se déplacer plus rapidement, frapper plus fort et renforcer leur avantage sur leurs adversaires. Pour l'ennemi, en revanche, chaque aspect de leurs opérations militaires devient considérablement plus difficile. Leurs forces doivent constamment surveiller le ciel, sans jamais savoir où les chasseurs et les bombardiers ennemis apparaîtront ensuite. Les chars et autres équipements de grande valeur doivent être cachés ou repositionnés dans des endroits plus défensifs, plutôt que d'être déployés en première ligne du combat. Et les unités doivent se diviser, se disperser et opérer avec beaucoup plus de prudence et de précaution, avançant plus lentement ou se déplaçant la nuit sous le couvert de l'obscurité, simplement pour augmenter leurs chances de survivre et de pouvoir combattre un autre jour. L'Amérique n'a pas eu à déployer de troupes au sol en Iran, mais ses frappes aériennes ont permis à ses avions d'opérer beaucoup plus en sécurité au-dessus du territoire ennemi, leur permettant d'effectuer d'autres frappes ciblées sur les centres de commandement iraniens, les infrastructures et les cibles de grande valeur. Le 13 mars par exemple, les forces américaines ont mené un important raid de bombardement sur l'île de Karg, l'un des centres d'exportation de pétrole les plus importants de la région. L'armée de l'air américaine a épargné les infrastructures pétrolières de l'île, mais pas les sites militaires iraniens. Elle a visé plus de 90 sites au total, détruisant de nombreux dépôts de mines navales, des bunkers de stockage de missiles et plusieurs autres sites militaires, avec le président américain Donald Trump partageant les détails du raid en ligne. Le commandement central des États-Unis a mené l'un des bombardements les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient et a totalement anéanti toutes les cibles militaires sur le joyau de l'Iran, l'île de Karg. Les forces américaines et israéliennes ont également exploité leur supériorité aérienne pour détruire littéralement des centaines de plateformes de lancement de missiles iraniennes, éliminant plus de 60% des lance-roquettes du pays, rien que durant les 3 premières semaines de la guerre. Pour être plus précis, selon les données de Institute for the Study of War, ISW, on estime que l'Iran a perdu entre 260 et 290 de ses 410 à 440 lanceurs lors de ses premiers bombardements et frappes de missiles. Grâce à cela, ses capacités offensives aujourd'hui ne sont qu'une fraction de ce qu'elles étaient autrefois. Ce qui explique pourquoi le nombre de rapports sur des frappes de missiles iraniennes contre les États du Golfe voisin a considérablement diminué au fur et à mesure de l'avancée de la guerre. Par exemple, le 28 février, le premier jour de l'opération Epic Fury menée par les États-Unis, l'Iran disposait de suffisamment de puissance de feu pour lancer plus de 180 missiles balistiques contre les autres pays qui l'entourent. Au 8 mars, il n'était capable de lancer qu'à peine 9 missiles au total. Les forces américaines auraient également détruit des dizaines d'autres moyens iraniens importants, comme l'a révélé l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central américain, dans une déclaration vidéo. Grâce à une combinaison de capacités aériennes, terrestres et maritimes, nous avons réussi à détruire plus de 100 navires de guerre iraniens, et nous n'avons pas fini. Petit à petit, les États-Unis ont anéanti la capacité de l'Iran à se défendre, sapant massivement l'autorité du régime ce faisant. Plus cela dure, plus la situation deviendra difficile pour ceux qui restent.
Les États-Unis et Israël, quant à eux, ne cessent de devenir plus forts et plus dominants. C'est tout l'avantage de la supériorité aérienne. C'est un atout qui ne cesse de rapporter. Plus vous la gardez longtemps, plus vous en tirez de bénéfices, tant pour des opérations aériennes, navales et terrestres, plus sûres et rapides que pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Lorsque vous contrôlez le ciel et que vous avez accès à certains des drones haut de gamme, des avions de reconnaissance de classe mondiale et des systèmes de surveillance ultramodernes dont disposent les États-Unis, vous pouvez recueillir d'énormes quantités de données sur votre ennemi de façon quasi permanente. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, les drones et les avions de surveillance américains planent dans l'espace aérien iranien, scrutant les environs et transmettant des informations aux bases et centres de commandement environnants. Les rapports montrent que les États-Unis ont déployé plusieurs avions d'alerte avancés aéroportés U-2D Hawkeye au Moyen-Orient, par exemple. Au moins 5 de ces appareils ont été repérés dans la région, chacun étant équipé de certains des systèmes radars les plus puissants au monde, leur permettant de détecter des drones ennemis, des missiles de croisière et des avions à des centaines de kilomètres de distance. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Cela rend également extrêmement difficile pour l'Iran, surtout avec ses stocks de lanceurs et de munitions considérablement réduits, de lancer une quelconque contre-attaque contre ses adversaires. Ainsi, les bases et ressources américaines et alliées dans la région sont aujourd'hui bien mieux protégées qu'au début de la guerre. Ils disposent également d'un flux constant de données et de renseignements dont ils ont besoin pour planifier leurs prochaines étapes de manière plus efficace. L'Iran, quant à lui, a beaucoup moins d'options à sa disposition. Le régime a subi un coup presque fatal dès le premier jour de l'opération, lorsque le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué, plongeant le régime dans la crise. Tandis que les forces américaines et israéliennes visaient de nouvelles cibles pour renforcer leur avantage, les dirigeants iraniens perdaient pied, en deuil de leur ayatollah, et se demandaient qui le remplacerait. Finalement, ils ont choisi son fils, Mujtaba Khamenei, qui avait lui-même eu la chance de survivre après avoir échappé de justesse à une frappe aérienne qui a tué sa femme, son fils et plusieurs autres responsables iraniens. Cependant, au lieu de prendre les choses en main et de suivre courageusement les traces de son père pour ressusciter le régime, le nouveau guide suprême a à peine été aperçu depuis sa nomination. Des rumeurs ont circulé affirmant qu'il aurait été grièvement blessé lors de la première frappe aérienne. Le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, qualifiant Khamenei de « guide pas si suprême » dans une déclaration aux médias. Nous savons que le nouveau soi-disant guide pas si suprême est blessé et probablement défiguré. Il a publié une déclaration hier, une déclaration plutôt faible d'ailleurs, mais il n'y avait ni voix ni vidéo. C'était une déclaration écrite. L'Iran possède de nombreuses caméras et enregistreurs vocaux. Pourquoi une déclaration écrite ? Vous savez pourquoi. Son père est mort. Il a peur, il est blessé, il est en fuite et il manque de légitimité. Cela nous amène à un autre avantage tout aussi important de la supériorité aérienne, l'impact psychologique. Lorsque les avions ennemis dominent votre ciel, que les chasseurs ont toute liberté de voler où ils veulent, et que les bombardiers disposent de voies dégagées, pour éliminer facilement tous les équipements et infrastructures qu'il vous reste, il est naturel que le moral commence à en pâtir. Et c'est ce qui se passe en Iran. La rhétorique du régime reste peut-être audacieuse et grandiloquente, les responsables continuant d'affirmer qu'ils puniront l'Amérique et ses alliés. Mais les faits sautent aux yeux.
L'Iran est effectivement à la merci des États-Unis et d'Israël. Son réseau de défense aérienne a été anéanti, ses stocks de missiles et de drones ont diminué, et sa direction peine à maintenir un quelconque niveau de légitimité. En effet, au lieu d'affirmer leur contrôle, de nombreux hauts responsables iraniens semblent plutôt être pris de panique, etc., résumant la situation comme suit. La direction iranienne n'est guère mieux, désespérée et cachée. Ils se sont terrés sous terre, tremblants. C'est ce que font les rats. Voilà ce qui arrive lorsqu'un pays se retrouve face à la plus grande force aérienne jamais réunie, et la situation ne fera qu'empirer pour l'Iran à partir de maintenant. Mais avant d'approfondir ce sujet, il y en a encore plus à venir. Donc, si The Military Show vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les experts et analystes militaires, le succès des frappes aériennes américaines en Iran n'a absolument rien de surprenant. Parce que même si l'Iran se préparait à cette guerre depuis des décennies, en renforçant ses défenses et en investissant dans tout, des drones Shahed aux nouveaux systèmes de missiles balistiques améliorés, sa puissance militaire ne fait pas le poids face à celle des États-Unis. Et rien au monde ne peut rivaliser avec la puissance inégalée de l'US Air Force, et surtout avec sa flotte de bombardiers sans égale, composée de 3 des meilleurs avions militaires jamais inventés. Le B-52 Stratofortress, le B-1B lancé et le B-2 Spirit. Chacun de ces bombardiers apporte ses propres avantages uniques, et ensemble, ils offrent le mélange parfait de furtivité, d'autonomie, de puissance de feu et de flexibilité. Voici un examen plus approfondi de chacun d'entre eux, à tour de rôle. Commençons par le B-52, souvent considéré comme le pilier de la flotte de bombardiers américaine. Le B-52 Stratofortress est également le plus ancien du trio, ayant été introduit dans les années 1950. Son ancienneté fait qu'il n'est ni le plus rapide ni le plus agile de la flotte. Il n'affiche pas les mêmes vitesses supersoniques que le B-1 par exemple, et il ne possède pas non plus la technologie furtive de pointe du B-2, mais il reste l'un des meilleurs bombardiers existants, avec une conception qui a été perfectionnée au fil des années, pour rester pertinent tout au long de la guerre froide, et jusqu'à aujourd'hui. Il est également capable de frapper plus fort que n'importe quel autre bombardier américain, puisqu'il peut transporter l'une des charges utiles les plus importantes de toutes, avec une capacité maximale de 70 000 livres, soit 32 000 kg, capable de lancer des bombes conventionnelles, des munitions guidées de précision, et même des missiles de croisière à capacité nucléaire. La Stratofortress est connue pour son endurance remarquable et sa capacité à servir de plateforme de frappe à distance, n'ayant pas besoin d'entrer profondément dans l'espace aérien ennemi pour infliger des dégâts. Ensuite, il y a le B-1B, lanceur. Le plus rapide des trois. Le lancer a été initialement conçu pour des missions nucléaires, mais il s'est depuis concentré uniquement sur la guerre conventionnelle. Capable de voler à des vitesses de pointe dépassant 900 miles par heure, soit plus de Mach 1,2, ce bombardier entre, inflige des dégâts massifs et quitte la zone avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui s'est passé. C'est l'option idéale pour faire face à des environnements de combat dynamiques et mener des missions de frappe à réponse rapide, et il s'est avéré exceptionnellement efficace en Iran jusqu'à présent, tout comme dans d'autres lieux et conflits au cours de l'histoire. La chose la plus étonnante de ce bombardier est qu'il a failli ne jamais exister. À la fin des années 1970, le président Jimmy Carter de l'époque a en fait annulé le projet initial du B-1, préférant concentrer les financements sur le développement de missiles balistiques intercontinentaux à la place. Lorsque Carter a perdu sa réélection en 1980, son successeur, Ronald Reagan, a relancé le programme B-1, et un lancer est entré en service plus tard, dans la même décennie. Et le troisième et dernier membre du trio est le B-2 Spirit. Célèbre pour sa forme distinctive et ses capacités de furtivité presque surnaturelles, ce bombardier à aile volante est presque impossible à détecter pour les ennemis jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a été conçu dès le départ pour pouvoir échapper même aux systèmes radars ennemis les plus avancés, lui permettant de pénétrer dans l'espace aérien le plus lourdement défendu, avec une relative facilité et un risque minimal. Comme le Stratofortress, le B-2 est également capable de délivrer des armes conventionnelles et nucléaires, et il le fait avec une précision inégalée, ce qui en fait le choix idéal pour les premières frappes ciblées contre les défenses aériennes ennemies ou les fortifications. Ensemble, ces trois bombardiers donnent aux États-Unis la capacité de mener n'importe quel type de mission de frappe partout dans le monde, y compris dans tout l'Iran. Chaque cible est à portée, de ses bases et aérodromes à ses bunkers souterrains et installations nucléaires. De plus, la flotte va bientôt bénéficier d'une mise à niveau majeure sous la forme d'un tout nouveau bombardier, le B-21 Raider. Le bombardier de nouvelle génération de l'US Air Force, le B-21, doit d'abord compléter la flotte existante, mais finira par remplacer à la fois le B-1 et le B-2.
d'ici 2040. Il est conçu pour être plus difficile à détecter que le B-2 Spirit, avec des technologies furtives plus avancées pour échapper aux radars ennemis et aux systèmes de défense aérienne. Il peut également parcourir d'énormes distances, frappant des cibles partout dans le monde avec très peu de soutien. Pouvant transporter des armes conventionnelles et nucléaires, il possède aussi une architecture ouverte facilement évolutive. Ce bombardier de nouvelle génération va porter l'arsenal américain à un tout autre niveau, et il pourrait même être utilisé en Iran si l'on en croit les récents rapports. À la mi-mars, un B-21 a été photographié en train d'effectuer un ravitaillement en vol pour la première fois. Cela démontre les progrès rapides que l'armée de l'air semble accomplir pour tester et finaliser ce bombardier avant son entrée officielle en service prévue pour 2027. D'ici là, il est extrêmement probable que la guerre avec l'Iran sera complètement terminée. Mais si les États-Unis ressentent le besoin d'une invasion supplémentaire ou d'une nouvelle attaque, ils pourront compter sur la puissance de feu immense et les capacités de furtivité stupéfiantes du Raider pour le faire. En attendant, les États-Unis se débrouillent parfaitement avec leur flotte actuelle. Et même si les bombardiers font la une et portent ces frappes décisives contre les défenses aériennes, les radars et les bases iraniennes, de nombreux autres avions méritent aussi d'être reconnus pour les rôles inestimables qu'ils ont joués dans l'assaut jusqu'à présent. Les chasseurs américains de pointe, comme les F-35 par exemple, ont joué un rôle essentiel pour percer les défenses aériennes iraniennes, s'appuyant sur leur vitesse supersonique et leur agilité aérienne inégalée pour pénétrer l'espace aérien iranien, éliminer les défenses aériennes du pays, anéantir les plateformes de lancement et créer ces couloirs sûrs et silencieux par lesquels les bombardiers peuvent passer. L'armée de l'air a également utilisé des ravitailleurs en vol comme le Boeing KC-135 Stratotanker pour s'assurer que ces autres avions puissent continuer à se ravitailler et à voler au fur et à mesure que l'opération se poursuit. Positionnés stratégiquement dans des zones sûres et protégés par des chasseurs, ces ravitailleurs permettent aux États-Unis de maintenir une pression constante sur l'Iran en enchaînant les frappes aériennes, sans laisser à l'ennemi le temps de se reposer, de se regrouper ou de se réorganiser. Malheureusement, la guerre est imprévisible, et même les plans les mieux préparés peuvent parfois mal tourner. Les États-Unis ont effectivement perdu l'un de leurs KC-135 le 12 mars dans ce qui est considéré comme un incident accidentel. Selon des informations, 2 ravitailleurs sont entrés en collision dans l'espace aérien, alliés dans l'ouest de l'Irak. L'un a atterri d'urgence, l'autre s'est écrasé, tuant ses 6 membres d'équipage. C'était un incident tragique, mais l'efficacité militaire américaine est restée largement supérieure durant la guerre. Ces pertes ont été réduites au strict minimum, tandis que l'Iran a tout simplement été déchiré. Comme le note Exet, ce n'était jamais censé être un combat équitable. L'Iran n'avait absolument aucun espoir de rivaliser avec la puissance combinée des forces aériennes américaines et israéliennes, qui ont jusqu'à présent frappé plus de 15 000 cibles. Ayant obtenu la supériorité aérienne aussi rapidement, les bombardiers et chasseurs américains peuvent, selon les mots de Exet, choisir leurs cibles à leur guise. Pendant ce temps, l'Iran sombre de plus en plus dans un effondrement catastrophique. L'Iran n'a pas de défense aérienne, l'Iran n'a pas de force aérienne, l'Iran n'a pas de marine, leurs missiles et leurs drones sont détruits ou abattus en plein ciel. Le volume de leurs tirs de missiles a diminué de 90%. Leurs drones kamikazes hier ont diminué de 95%. Nous suivons le plan pour vaincre, neutraliser et détruire toutes leurs capacités militaires à un rythme inédit dans le monde. Maintenant, face à un avenir de plus en plus sombre, à des obstacles insurmontables et à des ennemis qu'il n'a tout simplement pas la force de vaincre, le régime iranien est sur une voie sans retour vers la destruction totale. Pris au piège dans un trou toujours plus profond et sombre, sans issue, ses dirigeants sont divisés de façon irréparable. Ceux qui restent de la classe dirigeante paraissent de plus en plus faibles, isolés et effrayés, recourant aux dernières mesures désespérées qui leur restent, comme poser des mines dans le détroit d'Ormuz et promettre de faire exploser tout navire américain ou allié qui tenterait de passer. Même cette stratégie, cependant, est vouée à l'échec, car la marine iranienne a été décimée. Lentement mais sûrement, le détroit devrait redevenir un endroit sûr, laissant le régime ruiné de l'Iran sans plus aucun atout dans sa manche et sans aucune stratégie secrète sur laquelle se replier. Cela pourrait, à son tour, ouvrir la voie à une période de transition avec de nouveaux dirigeants, et peut-être un avenir plus radieux et meilleur pour le peuple iranien et au-delà. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont la flotte de bombardiers américaine a réduit l'Iran en miettes dans cette vidéo, qui met l'accent sur l'impact extraordinaire du B-52 dans le conflit jusqu'à présent. Ou
Pour un aperçu plus détaillé de la façon dont l'US Air Force exploite les capacités furtives du B-2 Spirit pour mener des frappes discrètes sur les infrastructures iraniennes, regardez plutôt cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir en premier les grandes nouvelles sur la guerre en Iran et d'autres conflits majeurs dans le monde.